Bonjour à tous, bienvenue à cette clinique sur le financement des entreprises d'économie sociale dans le cadre de la programmation des Forces fraîches. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Martin Saint-Denis avec nous. Martin, merci mille fois d'être avec nous. Oui, ça se fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour nous. Donc aujourd'hui, on est dans une formule originale. On va tester quelque chose, donc une forme de clinique. C'est Martin qui a les clés. Moi, je vais être disponible pour soutenir au besoin, Martin. Là. Fait que la parole est à toi. Super. Merci d'être nombreux à vous être inscrits là, à cette clinique sur le financement des entreprises d'économie sociale. Comme l'a dit David, c'est une expérimentation. Donc, moi, j'arrive ici, bon, j'ai à peu près 8 ans d'expérience en consultation auprès des entreprises d'économie sociale. Je commence à avoir travaillé pas mal là, auprès de différents projets, de connaître différents leviers de financement, mais je n'arrive pas ici en étant le grand Manitou qui connaît tout. Évidemment, chaque région a ses particularités en termes de financement, a ses programmes parfois régionaux. On a parmi nous des pôles d'économie sociale, il y a des MRC aussi qui ont leur levier et pour les promoteurs de projets d'économie sociale, je ne veux pas me substituer aux professionnels régionaux qui vont pouvoir vous accompagner. Donc ça, c'est important que je le dise. Au Québec, chaque MRC, en théorie, a des services de développement économique qui ont le mandat d'accompagner les entreprises d'économie sociale. Donc, je tiens déjà à le rappeler. Donc, je ne sais pas, les promoteurs d'entreprises d'économie sociale parmi vous là, qui sont présents, si ce n'est pas déjà fait, allez voir votre MRC pour aller vous aider pour le financement. Ceci étant dit, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une espèce d'atelier un peu à la fois d'intelligence collective puis de mini-coaching sur les besoins des entreprises ou des promoteurs d'entreprises d'économie sociale parmi vous qui vivez peut-être un enjeu qui est lié à du financement, à un volet de votre modèle d'affaires sur lequel vous posez des questions sur comment est-ce qu'on pourrait le financer. Moi, je vais essayer de pouvoir répondre à ça, mais si jamais il y en a d'autres parmi vous qui avaient déjà vu une solution intéressante pour un projet similaire, je vous invite à lever la main pour qu'on puisse réfléchir ensemble à ces problématiques-là. Est-ce que c'est clair un peu comme approche? Ouais, je vois des pouces levés, parfait, allons-y. Donc, la façon que j'aimerais fonctionner, c'est s'il y a des promoteurs déjà d'entreprises d'économie sociale parmi vous qui sont là pour essayer de trouver des solutions à leur entreprise, j'aimerais que vous utilisiez la petite icône réaction, le pouce dans les airs ou quelque chose comme ça pour qu'on puisse vous reconnaître. Donc, Kevin qui cherche des solutions et Marc. Écoutez, je vais d'abord donner la parole à Kevin, peut-être pour qu'il nous expose un peu son problème, puis qu'est-ce qu'il cherche à aller chercher là, comme solution. D'un, merci Martin de donner de ton temps et de partager ton expertise. Donc, je suis Kevin McMahon, je suis directeur immobilier, directeur développement immobilier chez Interloge. On a un OBNL en logement sociaux et abordables basé à Montréal. Puis on a un parc d'à peu près 750 logements. Les défis du financement, ils sont perpétuels, je dirais. C'est sûr que nous, on a un beau levier de développement avec nos actifs, mais il y a quand même certains types d'activités là, qui sont plus dures à financer, notamment avec la pandémie. Là, ce qu'on sait, ça a exacerbé beaucoup de tensions, de problèmes de santé mentale et tout. Puis, c'est, je pense, un défi perpétuel là, de financer le soutien psychosocial et communautaire dans notre parc immobilier, dans les logements sociaux. Fait que je dirais que ce serait peut-être la principale affaire que j'ai le goût de trouver des solutions pour financer. C'est tout un défi. Je pense que c'est intéressant. Il y a un élément que j'aimerais amener comme élément de réflexion globale pour différents projets, peut-être qu'on va parler aujourd'hui. C'est comment votre entreprise d'économie sociale peut se positionner pour sauver des coûts à l'État.
OK. Là, Kevin nous parle de son projet, de l'organisation pour laquelle il travaille, qui est Interloge, qui est dans le logement abordable. Il y a parmi les résidents de Interloge peut-être des gens qui ont des enjeux de santé mentale. Ça repose généralement sur les services publics. Ces services-là. Donc, c'est de voir. Et là, on ne parle pas d'un outil de financement classique comme en finance solidaire, par exemple, pour qu'on pourra rentrer peut-être un peu plus dans le détail, dépendamment des projets qui vont être parlés. On parle plus peut-être d'un argumentaire économique, de dire comment est-ce qu'on pourrait aller vers, par exemple, le ministère de la Santé et des Services sociaux ou la direction de la santé publique en disant, ben, dans mon parc de logement, j'ai des personnes avec des problématiques précises. Est-ce qu'il y a une façon d'avoir une espèce d'entente pour justement faciliter la prévention, faciliter l'intervention dès le début plutôt que plus loin? Et ça, c'est vraiment le type d'entente, je pense, qui se fait par projet et de voir après ça, est-ce que c'est le type de développement qu'on peut développer à travers des fonds régionaux. Là, je sais, Interloge, c'est à Montréal principalement que c'est situé. Donc, tu sais, peut-être si on est capable de monter un projet autour de ça, demander aux firmes, à la Fondation du Grand Montréal, des organisations de cette nature-là pour essayer de venir compléter le financement d'un éventuel projet de service là, auprès de ces communautés-là. Je ne sais pas, Kevin, est-ce que c'est des avenues que tu avais déjà réfléchi? Partiellement, mais je prends en note. C'est bon. Merci. Est-ce qu'il y avait peut-être d'autres personnes qui avaient déjà vu des projets similaires ailleurs et qui voudraient peut-être intervenir, qui auraient eu d'autres idées? Martin, si je peux me permettre, parce que si je ne me trompe pas, Kevin, vous avez une collègue dans les Laurentides. Oui, effectivement, c'est moi qui avais mis Julie. J'avais parlé de votre événement là, qui a eu lieu à Valmorin à Julie Dubois, effectivement, que tu as rencontré là, il y a quelques c'est ça, semaines. fait que je fais juste amener la possibilité, dans le fond, d'utiliser cette avenue-là comme outil pour rentrer en contact. C'est-à-dire que c'est une approche qui est très sensible et qui risque de trouver écho dans les différentes municipalités puis MRC des Laurentides. Donc, je sais que vous êtes du bord immobilier, puis d'aller vers les terrains, puis on sait que c'est un défi, mais je veux juste dire que le sujet que vous venez de nommer est une problématique qui est importante sur probablement tout le territoire. Donc, c'est peut-être une pierre deux coups pour ouvrir des portes puis créer des relations autour de cette problématique-là. Food for thoughts. Excellent, excellent point, merci. Plaisir. Merci, Martin. Là, je vois Alexandre qui lève la main, mais avant de donner la parole à Alexandre, il y avait Marc qui voulait nous partager son enjeu de financement. Donc, vas-y, Marc. Oui, ben merci beaucoup, Martin. Puis merci encore, David, de créer cette opportunité-là qu'on a. Puis merci à tout le monde d'être là. Fait que nous, les paradis agricoles, l'enjeu, je dirais, c'est oui, au niveau du défi là, du financement. Moi, c'est le financement, je dirais, personnellement. Y a-t-il moyen de sortir un salaire de la start-up, sur laquelle on travaille, là? Puis moi, je travaille personnellement là-dessus depuis 3 ans. Fait que j'ai investi. Autant au début, nous, on était une Inc. qui faisait la promotion de l'agriculture verticale, puis la revitalisation des églises du Québec. Là, on a créé notre première coop à Beauport, dans une église à Saint-Ignace de Loyola. Là, le projet, c'est des projets souvent très longs. Fait que dans cette optique-là, moi, j'arrive à trouver du financement pour engager des consultants comme là, puis Nathalie Couture qui est avec nous, qui va travailler sur l'étude de faisabilité. Fait qu'autant le risque, il y a la possibilité. Nous, il y a AgriConseil qui donne des subventions, mais le risque, c'est des prêts. Fait que, puis il y a une possibilité d'engager une consultante après pour bonifier l'intervention. Fait que c'est un prêt de 100 000 avec le risque. Fait que, on s'en va vers ça, mais que ce soit pour moi ou d'autres qu'on va engager, il y avait cet aspect-là là, au niveau de l'employabilité. Oui.
C'est une question qui revient souvent, hein. Comment financer les salaires? Parce que généralement, les financements qui existent, c'est beaucoup par projet, c'est beaucoup pour financer ça, les consultants, certaines interventions spécifiques. Il y a un débat qui fait rage en économie sociale, une revendication du milieu depuis plusieurs années, c'est que le programme de soutien aux travailleurs autonomes, qui est un programme du gouvernement du Québec, là, sous Emploi Québec, qui finance les personnes qui se démarrent en affaires là, comme travailleurs autonomes, reçoivent l'équivalent du salaire minimum pendant, je crois, 1 an ou 2 pour mettre sur pied leur projet. Malheureusement, ce programme-là ne s'applique pas aux entreprises collectives. Par ailleurs, il peut y avoir une stratégie sur quelques mois où on peut utiliser le programme de travailleurs autonomes un petit peu dévié, dans le sens que on peut mettre sur pied une coopérative qui embauche un consultant qui serait le fondateur, par exemple, dans ce cas-là, ce serait toi, Marc. Si tu es admissible à ce programme de subvention-là, ben là, tu viens toucher la subvention de travailleurs autonomes et ton principal client est, dans le fond, la coopérative que tu as créée. Okay? J'ai déjà vu cette stratégie-là être employée, mais il y a beaucoup de si en arrière. Hein? Et considérant que c'est un programme qui est géré par les centres locaux d'emploi, bien, dépendamment sur qui tu tombes dans le centre local d'emploi, ça va passer ou ça passera moins bien. Donc ça, c'est une première stratégie qui peut être adoptée. Ensuite, il y a la Fondation Beati qui offre pour les... là, toi, dans ton cas, je pense que c'est une coopérative, mais je ne suis pas 100% sûr que ça s'applique, mais généralement, pour les OBNL, vont offrir des subventions pour soutenir les salaires pour le démarrage de projets là, avec impact social. Ensuite, il y a pour les projets en démarrage ou les projets en développement, ce qui va s'en venir bientôt cet automne, la nouvelle mouture du programme de préparation à l'investissement, le PPI. Il y avait déjà eu une première mouture là, en 2020, je crois, et il y a une partie de ce financement-là qui peut être octroyée pour le salaire de chargé de projet dans le cadre de projets d'investissement. Donc, un développement immobilier, un développement de nouveaux projets. Sinon, bon, tu as mentionné le risque. Si on veut, le sentier normal d'un démarrage entreprise économie sociale, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le risque à 2 niveaux. D'abord, le prêt d'aide technique pour monter son plan d'affaires, et qui là, comme tu le mentionnais tout à l'heure, c'est des consultants qui sont rémunérés à travers ça. Mais une fois que le plan d'affaires est monté, on peut aller chercher le prêt de pré-démarrage qui peut aller jusqu'à 100 000 en prêt, ce qu'on appelle un peu en capital patient, dans le sens que c'est des conditions là, facilitantes pour le démarrage, le temps de se créer, là, dans le fond, un rythme là, d'affaires pour pouvoir éventuellement rembourser le prêt. Donc, c'est un prêt, mais c'est un prêt qui est aidant pour début. Je vais mentionner, même si je sais que ça ne s'applique pas à toi, Marc, mais il y a Evol aussi qui a la nouvelle mouture de Femmes et Sœurs pour les entrepreneurs qui sont issus de soit une diversité culturelle ou qui sont en majorité des femmes. Donc, pour ça aussi, il existe une forme de prêt avec un congé sur le remboursement de capital et d'intérêt. Donc, ça peut être intéressant aussi là, pour le démarrage, pour se doter là, de capacité au début avant de rembourser ces prêts-là. Est-ce que ça t'aide un peu, Marc, ou c'était des opportunités que tu avais déjà vues? Déjà, que j'ai vécu aussi, là, parce que le soutien aux travailleurs autonomes, merci la vie, j'ai pu y avoir accès, mais oui, à ce moment-là, on était une Inc. Là. Puis, je veux dire, on a ce volet-là aussi que, comme promoteur de l'agriculture verticale, que je souhaite garder la petite Inc. qui aide à développer des gros projets, mais des coops et tout. Fait que, fondamentalement, te dresser au bénéfice de tout le monde, tout le portrait de ce qui est possible là, dans notre cadre. Là. Mais l'organisme Beati, je pense, c'est ça que tu mentionnais. Fondation Beati, oui.
Ça, mais tu penses-tu que c'est. Parce que il me semble que je l'ai entrevu, ça me disait de quoi, mais il me semble que c'est juste au BNL, ou je ne sais pas si quelqu'un est capable C'est de ça. confirmer, là. Je, C'est ça, je, je, hein? je sais qu'ils le font pour les OBNL, pas besoin d'être un organisme de bienfaisance pour y avoir accès quand tu es une OBNL. Je ne suis pas sûr que ça s'applique aux coops. Donc, tu sais, là, OK, faudrait c'est venir ça. confirmer. OK. Bon, si jamais il y a une OBNL parmi vous qui cherche une façon de financer son salaire, la Fondation BS6, c'est fait pour financer le salaire là, dans le démarrage de projet. OK. Fait que, ben, merci beaucoup des infos. Vraiment. Sinon, rapidement, peut-être un programme qui peut être intéressant dans ton cadre aussi, c'est le programme Proximité du MAPAC qui vise à rapprocher les producteurs agricoles et les artisans bioalimentaires des consommateurs. Donc, il y a peut-être un projet que tu peux formuler là-dedans et généralement, il y a tout le temps une part de salaire sous forme de salaire de coordination qu'on peut appliquer dans le projet. Donc, c'est peut-être pas ça qui va être la solution miracle Ah, à ton mais projet, mais dans le cadre d'un projet, ça peut peut-être fonctionner. OK, super. Ben, merci beaucoup. Je ne m'attendais pas à des miracles ce midi, mais c'est toujours bon à entendre. Cool. On a amené des miracles au paradis. Euh, Kevin, avant de te laisser la parole, il y avait quelqu'un, Alexandre Guillemette, qui voulait prendre la parole. Oui, oui, merci Martin. Allô David, que je connais un peu aussi. Moi, en fait, je suis dans une démarche de projet de recherche-action depuis 15 ans. Fait que ça a pris la forme d'une société par action fédérale en 2010. Puis il y a 5 noms d'entreprises greffées maintenant. Fait que c'est comme 5 divisions. Mais ce que je voulais parler aujourd'hui, c'est surtout les incroyables comestibles, qui était mon volet alimentaire depuis 2014, qui prend la forme d'un mouvement citoyen, en fait, qui est seulement resté citoyen depuis 8 ans. Puis on reçoit de l'argent de la ville de Victoriaville de façon négociée indépendamment. Puis ça a commencé avec une technique qu'on allait chercher des commandites ou des portions subventionnées ou commanditées, puis la ville payait nos factures jusqu'à ce que dernièrement, on puisse avoir accès à de l'argent dans des comptes de banque qu'on peut gérer dans l'organisme privé, puis qu'après ça, on peut payer les fournisseurs. Fait que c'est sûr que dans ce cas-là, pour enlever tous les risques de conflit d'intérêts, l'entreprise privée ne touche pratiquement jamais à rien, qui est mon entreprise depuis 12 ans. Mais maintenant, on a aussi des plateformes pour lever des fonds. Fait qu'on peut lever des fonds pour des mouvements citoyens, puis après ça, transférer l'argent à des comptes de banque des citoyens qui peuvent payer certains frais ou qu'on paye les fournisseurs directement. Fait que ce modèle-là n'a pas vraiment de nom, là. Moi, ça fait quand même quasiment 20 ans que je suis dans l'innovation. Fait que je suis tout le temps en train de créer des nouveaux modèles. Il y a plusieurs centres de recherche qui m'ont contacté pour plusieurs projets de recherche. Les fonds de recherche du Québec, quand ils ont ouvert les subventions à la recherche citoyenne, jusqu'à 100 000 par projet citoyen. J'ai été dans le jury de sélection de ces fonds de recherche-là. Puis dernièrement, à l'Université de Sherbrooke pour une enquête nationale sur la transition socio-écologique. Fait, moi, je persiste à croire que les mouvements citoyens ont un potentiel insoupçonné si on greffe les bons ingrédients. Présentement, je suis sur un projet de transformation d'espace de vie parce qu'il y a 12 multiplex, 150 logements. Et ça fait 2 ans que j'investis mon capital privé pour créer un modèle de référence. Fait que l'étape suivante, c'est d'aller chercher, mettons, 200-300 000 sur l'espace d'1 an de levée de fonds. Puis le projet va se co-construire au fur et à mesure. Mm-hmm. Puis nous, on passait par le dessin 3D pour démontrer ce qui est à financer, puis utiliser la projection future du projet, mettons. Parce que ça touche la construction, ça touche l'aménagement du territoire, ça touche l'agriculture urbaine, ça touche la monnaie locale québécoise qu'on a mis en place pour avoir d'autres formes d'échange économiques depuis 2 ans et demi. Fait que je voulais juste mentionner ça. David m'en a entendu un peu parler, puis je ne veux pas trop prendre de place, mais je perçois vraiment qu'il y a une nouvelle forme de financement qui serait plus orientée citoyen par le parcours des individus. Puis Ouais. souvent, c'est inexploré, ou même RDI Économie, on avait commencé une entrevue avec une personne, puis après une demi-heure d'entrevue, elle se rendait compte que ce n'était pas une OSBL. Donc, elle a arrêté l'entrevue parce qu'elle a dit les philanthropes ne voudront pas donner si ce n'est pas une OSBL. Puis pourquoi aussi j'ai une entreprise privée depuis 12 ans, c'est pour tenter de démontrer qu'il y a d'autres façons de faire, même si on a une entreprise privée, parce qu'on peut être B Corp, on peut aller chercher différentes accréditations.
Ben, tu sais, c'est sûr, bon, ce midi, bon, l'atelier est principalement pour les entreprises d'économie sociale. Après ça, tu sais, on est sur un atelier de financement, donc on va parler de subventions de prêts. Vous avez parlé d'investissement citoyen en économie sociale. Depuis quelques années, on parle d'obligations communautaires. Donc, je vois les représentants de Pôle hocher la tête. Là, c'est un outil qui est de plus en plus utilisé pour que justement les citoyens puissent investir dans les projets qui les concernent, puis encourager, sans nécessairement faire un don, mais encourager le projet à se développer. Donc, ça, c'est une façon de faire. C'est sûr, en économie sociale, donc tout ce qui est OBNL, coopérative, la prise de part, comme on le fait, par exemple, dans une entreprise à capital action, elle est soit impossible pour les OBNL ou très différente pour les coopératives. OK? Et après ça, bon, tout ce qui concerne le financement de projets à retombées sociales sous forme d'actionnariat. Présentement, il y a un principal programme qui va voir le jour au niveau fédéral, qui peut-être peut vous intéresser. C'est le fonds de finances solidaires. Qui est dans le fond un dérivé du PPI. Donc, tout à l'heure, je parlais à Marc là, du programme de préparation à l'investissement qui va revoir le jour cet automne. Ce programme-là s'adresse pas seulement aux entreprises d'économie sociale, mais s'adresse aussi aux entreprises en innovation sociale, donc les entreprises de capital action qui visent des retombées sociales, qui sont à vocation sociale, donc sont également admissibles à ce projet-là. Et éventuellement, lorsque le fonds de finances solidaires va voir le jour, on l'espère, si les élections s'alignent aussi, ben là, c'est un fonds de 775 millions à la grandeur du Canada pour investir dans des projets à innovation sociale qui comprend l'économie sociale, qui comprend l'entrepreneuriat autochtone et qui comprend aussi le B Corp et les autres entreprises de cette vocation-là. J'espère que ça a pu t'aiguiller sur quelque chose. Oui, merci beaucoup. Plaisir. Il y a Marc qui veut reprendre la parole, mais avant de redonner la parole à Marc, j'ai entendu plein de petites cloches arriver au début de la discussion. Donc, je voulais savoir s'il y a parmi vous des entrepreneurs, des promoteurs en économie sociale qui sont là pour trouver des solutions à leurs enjeux de financement. Je vous invite à lever la main, de venir présenter votre problématique. Moi, je suis là pour vous essayer de trouver des solutions, mais comme je l'ai dit au début, je ne suis pas le grand Manitou du financement. J'invite aussi les représentants de Pôle, les représentants d'autres organisations qui ont vécu peut-être des enjeux similaires, qui ont trouvé des solutions à prendre parole, là, à lever la main également pour prendre parole, pour partager leur expérience. Si ça peut amener d'autres solutions que je n'ai pas été en moyen d'identifier, ben, c'est tant mieux. Le but, c'est qu'on va ressortir d'ici avec des solutions. Donc, Marc? Oui, merci beaucoup. En fin de compte, ma question touche peut-être Alexandre, parce que c'est sûr qu'il a suscité ma curiosité, à savoir quand tu parlais de fonds qui investissaient dans les projets et tout ça. Fait que est-ce que c'est possible de juste soit reclarifier ce point-là? Parce que c'est sûr que nous, le concept des paradis agricoles, c'est de pouvoir revitaliser. Puis il y a beaucoup d'églises au Québec qui ont besoin d'amour et de projets de ce type-là. Et nous, c'est des projets, ce n'est pas juste les églises qu'on ne veut plus rien faire avec. Maintenant, il y a des églises comme à Beauport. Nous, on est en train de monter le modèle où est-ce qu'il va y avoir le culte. Fait que tout près de 200, 300 personnes. Puis à côté, il va y avoir la serre, avec tout l'équipement, puis avec un café. Fait que quelque chose de très multifonctionnel, là. Fait que ça, c'est ça qu'on veut aussi, les paradis agricoles. Ça va être les paradis agricoles de Beauport, mais on regarde pour les paradis agricoles de Trois-Rivières, pour les paradis agricoles on veut développer cette franchise sociale-là, je dirais, là. Fait que c'est quelque chose qui pourrait intéresser de ce milieu-là. Ben, tu parles du financement personnel. Mettons, dans mon cas, ce que moi, j'ai investi, comment ça a fonctionné? OK. Ben, toi, tu es allé au niveau personnel. Mais il n'y a pas de personnel ou d'organisation
qui financent dans l'entrepreneuriat collectif? Tu sais, Nous, ça a été... moi, j'ai été un des premiers à profiter de l'habitation durable. On a bâti une habitation écologique en 2013, où est-ce que la ville donnait jusqu'à 8 000 $. En tout, on a eu 15 000 $ de retour en autoconstruction. Fait que suite à 2013, j'ai continué dans le segment alimentation pour compléter après l'habitation, l'entrepreneuriat général, pour bâtir des chantiers de construction. Fait que ça s'est toujours amalgamé depuis 10 ans en lien avec la ville de Victoriaville, avec les plans d'agriculture urbaine. Moi, j'ai été élu qui a appelé le MAPAC, qui a créé le comité avec le MAPAC, la ville et un centre de recherche. Pendant un an, on était dans le comité interne pour développer en 2017 le plan d'agriculture urbaine. Puis après ça, Saint-Jérôme aussi qui nous avait contactés pour les accompagner dans leur vision d'un plan d'agriculture urbaine. Mais moi, j'amenais toujours la transition, entre autres comme avec le film Demain, ceux qui l'ont vu, il y a un segment, alimentation, transition. Fait qu'on avait l'autorisation de faire un montage documentaire du film Demain qu'on a présenté à un comité de concertation. Mais moi, je vais toujours chercher le citoyen, en fait, parce que le citoyen peut être un entrepreneur, un investisseur, un banquier. Fait que moi, je sors les chapeaux de l'individu, puis je prends l'individu directement, ce qu'il fait déjà ou ce qu'il peut faire. Fait que moi-même, les 15 dernières années, ma vie a servi à démontrer qu'on peut le faire, bâtir une maison, investir, temps, argent, puis après ça, les partenaires embarquent parce qu'on fait déjà les premiers pas. Fait que pourquoi j'ai une entreprise privée? C'est parce qu'il me fallait un cadre il y a 15 ans passés, puis je voyais qu'une société par action fédérale pouvait opérer. Et c'était un peu comme ça. Fait que c'était un peu un amalgame de plein de choses. Il n'y a pas de case encore pour ça, mais c'est souvent des connexions de cœur, puis après, on tombe sur des investisseurs privés de cœur ou des dirigeants ou des commandites. Fait que c'est surtout une démarche citoyenne que j'ai, mais je prends l'entreprise privée, puis j'ai été aussi lobbyiste pour développer Terre Compost gratuit. Ça fait 6 ans. La ville de Victoriaville va livrer sur tout son territoire pour des jardins à partager, Terre Compost illimité. Mais ça, c'est une négociation personnelle avec le directeur des services d'environnement, avec 10 points. Il y a 6 ans passés, après 3 heures, ça a été autorisé. Fait que c'est souvent, je ne sais pas quel chapeau prendre parce que je suis toujours indépendant. Des fois, je me sers d'entreprise privée, des fois comme conférencier, d'autres fois comme lobbyiste, d'autres fois, comme vice-président du Festival de la paix, exemple. Mon chapeau va changer au quotidien. OK. Bon. Juste en passant, je comprends ça, mais disons, toi, quand tu accompagnes tel organisme, j'imagine que tu factures des honoraires pour l'accompagnement parce que c'est un peu le modèle que nous, on développe aussi. C'est variable. Puis, on s'en vient, ce que j'aimerais faire, c'est des dons. Donc, il y a un tarif suggéré. C'est seulement des dons qu'on accepterait pour l'ensemble de nos activités. Mais c'est déjà un peu ça qu'on fait parce qu'on permet. Prochainement, on commence à louer nos voitures, puis l'équipement, puis faire du Airbnb sur notre plateforme Marché B. Fait que nos autos professionnels, moi, j'ai 2 locations pour un restaurant qui n'a pas de boule de tir, qui va louer notre auto. Fait que le fameux jargon, les communs qu'on entend dans le monde de la recherche, c'est ce qu'on opérationnalise présentement avec des mini-entrepôts, avec la distribution, avec la location d'équipement, du prêt d'équipement. Puis là, toi, tu travaillais au niveau, parce que Martin, tu ne l'as pas abordé obligatoirement, mais nous, on commence là, à travailler sur notre campagne de sociofinancement pour la ruche. Oui. Fait que toi, tu fais déjà des campagnes ou s'il y a d'autres personnes? Moi, j'ai fait un GoFundMe personnel pour aller faire former à Los Angeles pour la réalité climatique. 5 000 $ en 3 semaines. Fait que j'ai vu que personnellement, on peut lever des fonds. Puis on a fait quasiment 10 levées de fonds. On fait des encans virtuels, levées de fonds, école primaire. Fait qu'on ne veut pas compétitionner la ruche, mais on intègre la monnaie locale québécoise aussi dans notre dynamique économique. Puis on peut développer des environnements de levée de fonds spécialisés avec du vidéo, avec des dons. On a aussi du clé en main pour les auteurs, entrepôt, distribution, vente en ligne de matériel virtuel. Moi, en fait, ça fait 22 ans que je suis en informatique. J'essaie d'offrir des possibilités. Je vais reprendre un peu le contrôle. Merci d'avoir partagé ton modèle d'affaires. C'est vraiment intéressant de voir, dans le fond, l'espèce d'hybridation là, des modèles juridiques et des modèles de propriété là, dans ton modèle d'affaires. Vraiment super. Manon, la parole est à toi. Bonjour, je m'appelle Manon Saint-Denis. C'est rare que j'en croise d'autres. Donc, moi, je suis vraiment débutante néophyte. Je suis venue ici pour apprendre davantage sur l'économie
social, l'innovation sociale. Donc, moi, mon métier, c'est gestionnaire de réseaux sociaux, marketing web, création de sites web. Je voudrais m'en aller peut-être dans une orientation du développement durable dans le numérique. Il y a déjà une agence qui fait ça. Et puis, soutenir, moi, je voudrais, comme travailler, collaborer avec des entrepreneurs, des entreprises qui ont une conscience sociale, une conscience écologique. Je suis en démarrage d'entreprise. Je me lance officiellement hier. Donc, je viens apprendre, dans le fond, comment moi, je peux aller chercher du financement pour l'équipement. Les formations, il y en a tout le temps des formations, c'est sans fin. Et surtout, comment je peux faire valoir mon entreprise dans ce sens-là. Donc, je ne sais pas si je rentre dans ta question. Tu dis de présenter un peu notre entreprise. Donc, c'est mon initiative. Et puis, voilà. Donc, c'est une question ouverte. Une conversation ouverte. Voilà. C'est super. Petite question, juste pour être sûr de pouvoir te répondre comme il faut. Toi, tu as démarré comme travailleur autonome ou tu mets sur pied une OBNL ou une coopérative? C'est quoi ton modèle d'affaires présentement? J'ai en fait travailleur autonome en massothérapie pendant 18 ans. J'arrête le 1er juillet. Donc, je n'ai pas encore fait mon plan d'affaires pour ma compagnie numérique. Tout est à monter. Donc, là, je suis comme en gestation. C'est bon. Ça l'ouvre la porte à plein de possibilités de discussion. Je vais commencer par la question la plus large que tu as posée, donc l'économie sociale, l'innovation sociale, un peu c'est quoi, qu'est-ce que ça mange en hiver, puis je vais essayer d'y aller succinctement parce qu'on peut vraiment aller très, très, très loin là-dedans. Donc, l'économie sociale, c'est quoi? En fait, c'est un modèle d'affaires qui se base sur le principe que la participation, l'humain, doit être au centre des décisions plutôt que le capital. Okay? Donc, c'est des modèles d'affaires qui reposent sur 3 principaux modèles juridiques, c'est-à-dire l'organisme non lucratif, la coopérative et la mutuelle. Qui ont la particularité, dans le fond, d'avoir une propriété collective. C'est-à-dire que les décisions, les stratégies d'affaires se prennent en assemblée générale des membres qui mandatent un conseil d'administration pour gérer l'entreprise. L'entreprise d'économie sociale, ça le dit, c'est une entreprise. Donc, ce n'est pas toutes les OBNL qui sont de l'économie sociale. Donc, c'est des entreprises qui ont une retombée sociale, donc qui répondent à un besoin de leur communauté, donc qui ont une retombée sociale par leurs activités et qui ont des activités marchandes. Okay. Donc, activité marchande, c'est-à-dire qu'ils offrent sur un marché des services ou des biens. Et ça peut être des services ou des biens qu'on offre au gouvernement également. Par exemple, on a des entreprises d'économie sociale, par exemple les CPE, qui sont considérées, on dit que c'est des services de garde publics, là, mais en fait, c'est des OBNL avec sur leur conseil d'administration les parents des enfants qui les fréquentent et qui sont grandement financés par l'État, mais sont financés au volume d'enfants qui viennent dans le CPE. Donc, c'est une forme de contrat là, à ce niveau-là, par exemple. Contrat de vente, contrat de service, là, ce que je veux dire. L'innovation sociale, c'est un petit peu différent. En fait, c'est plus englobant. L'innovation sociale, on va le décrire. En fait, là, c'est une terminologie qui est encore en évolution, qui est encore en train d'être déterminée, mais généralement, on la décrit comme étant une nouvelle façon de répondre à un besoin de société. Et ça, ce n'est pas seulement l'économie sociale qui rentre dans l'innovation sociale, c'est toute forme d'entreprise qui va innover pour répondre à un problème de société plus global. Okay? Il y a des discussions, par exemple, présentement au Québec, on considère que beaucoup d'entreprises en technologie de la santé, par exemple, vont faire partie de l'innovation sociale parce qu'ils arrivent avec des nouvelles méthodes. Mais historiquement, cette définition-là était différente, puis on se concentrait davantage sur des solutions qui venaient de la communauté. Donc, la définition reste encore à définir de ce côté-là.
Ensuite, pour répondre à tes enjeux là, de financement de ton démarrage et tout ça, ben, la première question qu'il faut que tu te poses, c'est vraiment la question que je t'ai posée tout à l'heure, c'est quoi ton modèle d'affaires? Parce que, comme je le mentionnais tout à l'heure, si tu es travailleur autonome et tu as accès au soutien aux travailleurs autonomes, c'est la première porte à aller cogner pour démarrer ton entreprise, selon moi. Ensuite, il existe le réseau micro-entreprendre qui va offrir des prêts quand même avantageux pour les entrepreneurs en démarrage, qui est vrai pour les travailleurs autonomes ou d'autres formes d'entreprises aussi, pour des besoins spécifiques. Par exemple, tu as besoin d'un ordinateur, par exemple, tu as besoin de petits équipements, des trucs comme ça pour ton démarrage, acheter une licence, peu importe, là, je ne sais pas exactement c'est jusqu'où que ça va là, dans les dépenses admissibles, mais ça peut être intéressant comme solution pour venir financer ton projet. Par contre, si tu souhaites travailler avec des entreprises d'économie sociale, OK, bon, les travailleurs autonomes travaillent avec les entreprises d'économie sociale, là, c'est un fait. Mais généralement, il y a une espèce de solidarité qui existe dans le secteur où ce qu'on voit souvent, c'est que les entreprises d'économie sociale essaient de faire affaire avec d'autres entreprises d'économie sociale à l'occasion, quand c'est possible. OK? Et c'est là que peut-être que dans ta définition de modèle d'affaires, c'est quelque chose à prendre en considération, de dire, bon, mais si je fonde un organisme non lucratif ou une coopérative parce que je veux travailler avec des OBNL et des coopératives, bien là, tu as peut-être un avantage concurrentiel là, à ce faire-là. Et dans les questions, là, dans les services de communication type site web, infographie, etc., il y en a déjà plusieurs. Donc, tu sais, peut-être une stratégie à adopter, ce serait déjà de voir qu'est-ce qui existe comme OBNL et coopératives, puis regarder ben, ces organisations-là, est-ce qu'ils recrutent? Et peut-être que là, tu vas trouver quelque chose d'intéressant pour toi, si jamais c'est cohérent avec tes objectifs là, professionnels là, pour la suite. Mais je peux déjà mentionner la coopérative Belvédère à Montréal, la coopérative Corsair à Québec et Coloc à Gatineau. Donc, je ne sais pas, toi, tu es où exactement au Québec, mais il y en a un petit peu partout. Il y en a d'autres, là, évidemment, là, je ne sais pas tout en tête. Mais si jamais c'est une option qui peut être intéressante pour toi de regarder de ce côté-là, qu'est-ce qui se passe, ben c'est sûr, c'est une très belle organisation avec lesquelles travailler. Je vais te contacter en privé, puis j'aimerais probablement mieux définir mes objectifs. Écoute, on pourra se reprendre un petit café ou quelque chose. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait partager, parler de ces enjeux d'affaires? Là, je vois plusieurs pôles d'économie sociale. Là, je ne peux pas croire que c'est une coïncidence. Peut-être que vous avez dans vos organisations, dans le cadre de Sismic, des organisations avec des projets particuliers, puis que vous cherchez des idées ou des trucs comme ça. Moi, je suis tout le temps bien willing de parler aux gens des pôles. Il y a Myriam qui a levé la main. Est-ce que je m'abuse, Myriam? Je pense qu'elle l'applaudissait. Non, j'ai levé la main, oui. Ah, je me suis peut-être trompée de petit signe. Ah oui, OK, oui, je vois que c'était le petit clap-clap. Oui, bien en fait, moi, j'ai un projet en tête, là. Je suis un peu comme Manon, tu sais, au balbutiement de mon projet, mais ça s'oriente puis ça se clarifie de plus en plus. Puis, en gros, je dirais que le financement, là, les solutions que je cherche, c'est pour avoir accès à acheter un terrain, puis un espace où est-ce que je vais pouvoir construire ce projet-là. Parce que ça se veut un projet qui, tu sais, de créer un lieu où est-ce que il va avoir autant le prendre soin de soi, prendre soin de l'autre, prendre soin de la nature, tu sais. Donc, au final, prendre soin de la nature, tu sais, avec un grand N, là. Fait que d'avoir des initiatives d'hébergement écotouristique, de créer ça peut-être dans la forêt, tu sais. Pas quelque chose de trop gros, mais juste un petit lieu de ressourcement juste à échelle humaine. Fait que le côté hébergement, le côté peut-être avoir une petite boutique pour allier art et nature. Parce que l'automne dernier, j'ai créé aussi en tant que travailleur autonome mon entreprise qui se veut une entreprise à créer des œuvres artistiques à partir d'éléments de la nature. Fait que peut-être avoir un volet comme ça.
Fait que c'est ça, tu sais, ma question s'oriente là, sur comment avoir accès à un lieu, tu sais, parce que j'ai pas nécessairement d'argent mis de côté, tu sais, je suis encore jeune puis j'ai pas travaillé assez pour mettre de côté. Fait que voilà, ça présente mon besoin. Joéline, dans le chat, pose exactement la question que j'allais te poser. Mais en fait, il y en a deux. C'est dans quelle région et ton modèle d'affaires? Est-ce que tu veux continuer comme travailleur autonome ou tu veux changer de modèle d'affaires pour ce projet-là? Ben, ce serait dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tu sais, pour le OK. moment, en tout cas, j'ai vu un terrain super intéressant, là, quelque chose qui a comme vraiment allumé une flamme en moi dans la ville de Roberval. Fait que c'est ça pour le moment. Puis le niveau modèle d'affaires, ben là, en fait, ça, je suis ouverte, tu sais, ouais, à explorer qu'est-ce qui se présente. Tu sais, j'aime beaucoup le côté travailleur autonome, de comme être maître de soi-même, puis de décider de comment on veut enligner, mais il y a vraiment l'aspect avoir un impact social puis environnemental qui est fort, là, puis le côté innovation sociale. Donc, je vais commencer à parler des programmes qui s'adressent un peu à tous les entrepreneurs qui veulent avoir une espèce de retombée sociale qui est vraie pour les travailleurs autonomes ou non. Par exemple, les entreprises d'économie sociale aussi peuvent tomber là-dedans. C'est souvent ce qu'on va parler comme des bourses ou des concours. OK? Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, précisément, bon, je ne sais pas s'il y a quelque chose au niveau régional qui existe à ce niveau-là. Dans d'autres régions, il peut y avoir des programmes régionaux. Mais à l'échelle du Québec, on pense aux Entreprendre et Novae principalement, qui ont chaque année là, des appels à projets pour différentes catégories, mais généralement, on cherche à récompenser des projets qui ont des retombées là, sociales ou territoriales intéressantes. OK? Ensuite de ça, là, tu parles d'un projet immobilier, tu parles d'un projet culturel. Cette mixité-là est intéressante en termes de financement parce que, bon, si tu décidais, par exemple, d'aller vers un mode de propriété collective, comme un OBNL ou une coopérative, ben là, tu viens d'avoir accès au programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif qui est géré par Investissement Québec et qui est un programme, bon, c'est des enveloppes qui arrivent et qui repartent, là, mais je pense qu'avec le nouveau plan d'action en économie sociale, l'enveloppe devrait être remplie là, cet automne. C'est, dans le fond, un programme qui te permet d'aller chercher une mise de fonds. Qui peut aller jusqu'à 500 000 pour un projet d'immobilisation. Ça peut aller jusqu'à 500 000 mais la majorité des projets ont moins que ça. Hein, je te le dis. Puis c'est quand même un programme qui est un peu difficile à aller chercher, mais il y a plusieurs projets en immobilisation là, qui sont financés par ça et puis souvent, ça permet de compléter un financement. Ensuite de ça, si on parle d'immobilisation, donc on ne peut pas s'en sortir, il va falloir que tu ailles vers du prêt, hein, une forme de prêt, une forme d'hypothèque. C'est généralement comme ça qu'on va financer les immobilisations, que ce soit collectif ou individuel. En économie sociale, l'institution financière par excellence qu'on recommande tout le temps, c'est la Caisse d'économie solidaire des Jardins. Il y a une raison très simple à ça, c'est que oui, bon, ils vont offrir des produits standards de financement, mais ils ont vraiment des analystes qui sont spécialisés en économie sociale qui vont venir réussir à ficeler des financements. Ils font partie d'un regroupement qui s'appelle Cap Finance, donc qui peuvent venir, dans le fond, aller chercher d'autres partenaires de la finance solidaire pour venir compléter un projet de financement là, si le projet se tient. Et il y a aussi une forme de subvention qui peut être octroyée par la Caisse d'économie solidaire à travers leur fonds de développement social, je pense que ça s'appelle. Je ne suis pas sûr à 100% du nom. Fonds d'aide au développement du milieu, je pense, Martin. Fonds d'aide au développement du milieu. Merci, Kevin. Puis c'est un fonds, dans le fond, qui va venir donner des petites enveloppes, mais qui peuvent faire la grosse différence pour les entreprises en démarrage pour venir financer différents volets. Tu remplis un formulaire avec la raison pourquoi tu as besoin de ces fonds-là. Puis la Caisse d'économie solidaire, elle est assez généreuse là, à travers ces enveloppes-là. Donc, c'est payé à même les ristournes des membres. C'est un très beau produit.
Donc, je ne sais pas si ça a répondu un petit peu à ta question. Sinon, pour le volet plus culturel, là, je comprends que c'est un centre de diffusion. C'est une boutique ou c'est une galerie que tu Ben, veux? plus boutique, je dirais, mais tu sais, Mhm. j'aurais comme des projets aussi de faire, mettons, des sentiers d'interprétation dans la forêt, puis allier un côté poétique, tu sais, peut-être faire des ateliers avec des enfants, faire tu sais, du land art aussi, créer Ouais. quelque chose ouais, avec les éléments de la nature. Ben, les éléments signalétiques sur des sentiers, des trucs comme ça, bon, on peut se poser la question peut-être que au niveau de la municipalité, il y a des objectifs liés à ça. Donc, tu sais, il y a peut-être une forme de représentation à faire au niveau de la municipalité de Roberval, voir s'ils ne sont pas intéressés à contribuer à mettre en place ce genre de trucs-là. Mais c'est ça. Donc, ça, c'est vraiment des projets particuliers où on peut voir avec la ville, des fois, qu'ils vont avoir des sous pour financer ces projets-là, si ça rentre dans leurs objectifs. C'est tout le temps un peu politique, hein, ces éléments-là. La question que je te posais tout à l'heure, est-ce que c'est une boutique ou une galerie? Là, tu m'as répondu une boutique qui n'existe pas vraiment de financement pour les boutiques en art. Toutefois, si tu Il y aurait évalues... peut-être galerie aussi, parce qu'il y a une vieille grange, en tout cas sur le terrain que j'ai vu, là, puis tu sais, j'y verrais vraiment une exposition, mettons, ça pourrait tourner différentes expos dans la grange. C'est ça. Donc, si tu t'orientes davantage le volet galerie, centre de diffusion, et dépendamment de ton modèle d'affaires, et encore une fois, il y a beaucoup de si, là, c'est des enveloppes qui sont un petit peu plus complexes, mais il y a les conseils des arts qui peuvent financer une partie des opérations. En fait, ça va financer la programmation. Donc, tu sais, si tu as une galerie qui a tout le temps la même exposition, c'est peut-être moins adapté, mais si tu veux faire une forme de ah ben ce mois-ci, on accueille tel artiste qui va présenter son exposition. Dans 6 mois, Ouais. c'est une Ah, puis je nouvelle exposition. ouais, puis je rajouterais même, tu sais, il y a comme la notion de l'art comme vecteur de sensibilisation à l'environnement, tu sais, auprès de différentes populations, que ce soit, tu sais, ça, les enfants avec les écoles ou peu C'est importe. ça. Non, ben, si tu es en moyen d'arriver avec une espèce d'argumentaire qui te positionne comme organisme culturel en médiation, ben là, tu sais, les conseils des arts peuvent être ouverts à ce genre euh, de projet. Il y a la SODEC aussi qui peut être intéressante pour les entrepreneurs culturels. Donc, à regarder les programmes de ce côté-là. Mais l'appel à projet, je pense, vient juste de se terminer pour la SODEC. Donc, on est un petit peu en retard là-dessus, mais c'est périodique, donc ça devrait revenir là, plus tard cette année. OK. Il y a Ah SODEC, ben, SODEC. OK. Hey, super intéressant. Ça me donne vraiment des belles pistes à explorer. Ouais. Merci Si je peux me beaucoup. permettre, Myriam, j'ai mis dans le Oui. chat le courriel d'un agent de développement économique assez dynamique là, à Lac-Saint-Jean-Ouest, à la SADC. Il s'appelle OK. Steve. Good, un bon gars à connaître pour toi. Ah, super. Je Ça note inclut ça. Roberval. Eh ben, merci beaucoup. Vraiment précieux. Ouais, puis je vais le répéter parce qu'il y a des personnes qui se sont rajoutées depuis que je l'ai dit, mais tu sais, vos projets entrepreneuriaux, tu sais, moi, je suis là pour essayer de vous trouver quelques leviers sur lesquels tirer, mais les MRC, les SADC, dans certaines régions, des CEDEC, des CLD, ils ont des agents pour vous accompagner. Ça va être vraiment eux qui vont être en mesure de prendre votre projet. C'est ce qu'on appelle là, le soutien de première ligne en entrepreneuriat. Donc, c'est eux autres qui vous accompagnent dans le début du projet. Moi, je suis un consultant. Moi, c'est quand vous êtes rendu à, bon, ben j'ai mon projet d'affaires, puis il faut que je passe à une institution financière pour faire valider mon projet, puis il faut que ça soit validé de façon indépendante. Ben là, j'ai mis mes coordonnées dans le chat. Vous m'appelez, vous m'écrivez un message, puis on regarde ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis même pour mes services, il existe des subventions, donc, puis des prêts. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant à retenir. Comme Inogec. Comme Inogec, comme le prêt d'aide technique du risque notamment. Puis, dépendamment des secteurs d'activité, il y a d'autres choses qui existent aussi. Marc? Oui, ben moi, ça serait 2 questions, puis à 2 personnes différentes. Il y a, disons, autant Martin, je ne sais pas si tu as mentionné par rapport à Philaction. Fait que Philaction, qui est le bras de sœur de Fonds d'Action. Philaction, lui, c'est des prêts, sauf que c'est un prêt qui peut monter jusqu'à 250 000, considéré comme une mise de fonds.
Fait que ça, nous, c'est ce qu'on veut appliquer pour le projet, parce que c'est un projet d'1,5 million. Fait que, tu sais, c'est déjà, même si on fait une campagne de ce sous-financement, on va pouvoir combiner ça comme mise de fonds pour structurer le reste du financement. Fait que je ne sais pas, Martin, si tu voulais, toi, parler de ça ou si tu connais ou pas. Puis je vais juste finir mon autre question, puis je fais du renforcement à ce que tu as proposé. Moi, j'aimerais ça que si Marianne, notre manager, pourrait nous parler du pôle d'économie, parce qu'en plus, moi, j'attends un retour de courriel pour une rencontre avec elle et son équipe pour notre projet des paradis agricoles. Fait que dans cette optique-là, mais ce que le pôle d'économie peut faire pour nous soutenir. Fait que ça serait, j'apprécierais cette intervention-là. Merci. Je peux peut-être commencer bien rapidement sur Filaction. Tu sais, Filaction, tu dis c'est considéré comme une mise de fonds. Ce n'est pas vraiment une mise de fonds. C'est de la... Ils ont des produits en quasi-équité, c'est-à-dire des produits patients. Okay? La stratégie de Filaction, c'est généralement de se retirer au bout de 15 ans. Okay? Ils sont bien imaginatifs pour trouver des façons pour que ça... que le remboursement de ces prêts-là, le remboursement de ces investissements-là se fasse plus tard pour pas que ça pèse lourd au début du projet, mais c'est un prêt ou c'est une forme d'investissement qui va avoir une rémunération dans le futur. Ce n'est pas de l'équité. Okay? Les seules vraies formes d'équité qu'on a, c'est des dons, la contribution... excusez-moi, je vais régler ça ici. Des contributions des membres ou des fondateurs dans un projet et la subvention. C'est la seule forme d'équité qu'on peut retrouver là, dans des projets d'économie sociale, contrairement à, par exemple, ce qu'Alexandre disait, que lui, il met de l'argent de sa poche dans son projet. Bien, ça, c'est dans des entreprises à capital action qu'on retrouve ça. Et puis là, ben, c'est de l'investissement qu'on est plus... c'est plus traditionnel, ce qu'on entend dans nos cours d'économie et dans nos cours de comptabilité, de dire, bon, ben, tu as un entrepreneur qui investit au début pour avoir un rendement plus tard et tout ça. Ça, on voit ça beaucoup en entrepreneuriat plus classique, en entreprise capital action, les sociétés de personnes et tout. En économie sociale, puisque la propriété est collective, donc, on peut prendre des parts, par exemple, dans des coopératives, des parts privilégiées, mais ce n'est pas vraiment une part de propriété. Ça ne nous influence pas sur le pouvoir qu'on a sur place et tout. C'est comme une forme de prêt. Ça ressemble plus à des obligations, là, si on fait la parallèle. Puis peut-être, Marianne, si tu voulais répondre à la question de Marc. Oui, Marc. Selon moi, c'était le pôle d'économie sociale de Québec que tu as contacté, mais en fait, c'est à Gaspésie et la Madeleine. Mais par contre, j'en profitais quand même pour peut-être prendre un 30 secondes là, pour parler des pôles d'économie sociale. On est 22 pôles à travers le Québec qui se divisent le territoire. Donc, sur chacun de vos territoires, vous avez un pôle d'économie sociale. On est là pour soutenir les entreprises, pour les référencer vers les ressources qui ont besoin, mais aussi parfois pour les conseiller. Entre autres, pour les jeunes entreprises, là, il y en a déjà plusieurs, ou des futures entreprises, les pôles d'économie sociale sont une excellente porte d'entrée pour bien comprendre c'est quoi les différents modèles juridiques pour choisir, OK, est-ce que je devrais plus être en coopérative de solidarité? Est-ce que je suis plus dans une coop de travail, un OBNL? Qu'est-ce qui serait bon pour moi? Les pôles vont être, comme d'autres acteurs aussi, mais des très bons conseillers pour ça. Puis aussi, mais chacun des pôles ont un membership d'entreprise. Donc, quand vous êtes membre, mais vous avez, dépendamment des pôles, différents services, mais aussi une visibilité qui vient avec ça, donc de la promotion annuelle et tout pour vos entreprises. Bref, si vous n'avez pas rentré en contact avec vos pôles d'économie sociale, je vous invite à le faire. On est là, puis on est un très gros réseau aussi qui se partage beaucoup d'informations. Donc, si on n'a pas la réponse, on est capable d'aller la chercher normalement aussi. Voilà ma petite parenthèse. Ça dit en passant, on est très content que vous soyez tous là, les pôles qui sont là. J'aimerais juste en fait faire une petite parenthèse pour Myriam, considérant que tu es en train de développer ton projet à Roberval. Il y a une approche aussi qu'on sous-estime, c'est que souvent, on arrive avec un projet qui est déjà ficelé dans notre tête. Puis à partir de là, les agents de développement économique essaient de rentrer dans des cases qui existent. Puis souvent, une bonne affaire à faire, c'est avant de se peinturer dans le mur avec son projet, plutôt de dire, OK, je suis en culture, entouré, tu sais, comme dire les grandes industries. Puis là, l'agent de développement économique dit, ben, on a tel programme.
Puis ça, c'est les priorités, puis c'est les critères de performance. Puis on a tel programme en culture avec les priorités de performance, puis on le sait qu'il va y avoir tel programme qui va sortir. Puis nous, la santé mentale, c'est un gros problème, fait qu'on cherche des solutions. Fait que bref, non, ils donnent comme plein d'outils, puis ça fait en sorte qu'on peut regarder le même projet. Donc, dans ton cas, qui est du tourisme durable, de la culture, de l'artisanat, mais peut-être rephrasé pour rentrer dans les nouvelles cases que tu viens de découvrir. À partir de là, mais, quand on comprend ce langage-là, ben, nos amis, les agents de développement économique, ils nous aiment beaucoup, puis là, ils nous appellent pour des fonds de tiroir, puis là, il y a plein de choses qui se passent. Est-ce que, Martin, je dis des niaiseries? Non, ben en fait, je vais même faire du pouce sur ce que tu dis. Moi, ce que je dis souvent à mes clients, c'est qu'un plan d'affaires, c'est un document de vente. Hein? Ça peut paraître drôle d'être dit comme ça, mais c'est vraiment ça. C'est qu'est-ce qu'on vend? On vend notre projet à des financeurs potentiels, à des partenaires potentiels. Donc, comme le disait David, la façon dont on va présenter le projet, la façon dont on va décrire notre projet, la façon qu'on va présenter nos orientations puis nos objectifs à atteindre va définir à quoi on va avoir accès, puis la perception de ces bailleurs de fonds-là potentiels de ton projet. Et c'est un peu de la façon dont je parlais à Kevin, il y a les programmes officiels qui existent, les programmes de prêts officiels qui existent, mais il y a toujours le moyen de développer un argumentaire pour essayer d'intéresser des bailleurs de fonds pour des fonds de tiroir, ce que David appelle des fonds de tiroir, mais ces fonds de tiroir-là peuvent être significatifs. Ça peut être des fonds de tiroir, mais ça peut être aussi de s'insérer dans un autre programme ou être partenaire d'un autre programme. Puis de faire partie d'une espèce de projet qui est plus grand que notre organisation, plus grand que notre modèle d'affaires, mais qui reçoit une forme de contribution parce qu'on participe à l'atteinte d'un objectif peut-être régional ou peut-être sectoriel. Puis c'est là que ça peut devenir intéressant. La question qu'on peut se poser, c'est mon projet d'affaires, comment est-ce qu'il se positionne par rapport à un plan d'action? Puis là, David en a mentionné quelques-uns, mais ça peut être un plan d'action en tourisme, un plan d'action en santé mentale, un plan d'action en valorisation de la nature, des trucs comme ça. Donc, ça peut devenir intéressant après ça de regarder au niveau territorial, c'est quoi les objectifs, les priorités. Et puis ça, là-dessus, je vais vous donner un lien dans le chat qui peut être super intéressant à aller voir, c'est le lien du fonds Région et Ruralité, le volet 1 qui est le soutien au développement des régions. Et c'est un fonds très politique. Très politique, ça veut dire que c'est des élus qui choisissent ce qui est financé selon des objectifs territoriaux. Okay. Et si vous allez sur le lien que je viens de mettre dans le chat, vous allez avoir accès région par région aux priorités territoriales. Ce qui va vous donner des indications après ça sur votre projet, comment est-ce qu'il s'inscrit à ça. Après ça, le lien que je vous ai envoyé, c'est en lien avec un programme spécifique et le programme spécifique a comme critère d'admissibilité qu'il faut que votre projet ait des retombées sur plus qu'une MRC. Ce qui peut être problématique pour la majorité des projets, surtout quand on parle de projets à plus petite échelle, souvent on n'aura pas accès au fond de ce programme-là, mais déjà de prendre connaissance de ces objectifs-là et ces priorités-là au niveau territorial, ça vous donne déjà une information intéressante après ça, de dire, peut-être que je ne suis pas capable d'aller chercher le financement dans le cadre de ce programme-là, mais je peux peut-être faire des représentations auprès de ma municipalité, puis eux autres vont peut-être être capables de me trouver un fonds de tiroir parce que c'est en lien avec les objectifs de la région. Puis partout au Québec, ça s'appelle le FRR. À Montréal, ils ont leur programme spécifique qui s'appelle le FIRM, là, le fonds... je ne suis plus bon avec les acronymes, là, mais c'est FIRM. Il y a rayonnement de la métropole là-dedans. Oui, c'est ça, rayonnement de la métropole, mais le I, je t'échappe. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait présenter son projet puis qui peut-être a été inspiré par les conversations qui ont eu lieu? Et on a une Dominique qui lève la main. Je vais te laisser aller. Bonjour, bonjour. Donc, moi, je travaille pour un organisme qui s'appelle École au champ, qui fait de l'éducation agricole et environnementale partout au Québec, mais principalement, on est basé dans les Laurentides, dans les basses Laurentides, à l'abbaye d'Oka.
Puis, bon, on est un organisme à but non lucratif depuis 2016. On est en voie d'obtenir notre numéro d'organisme de bienfaisance pour pouvoir avoir accès à tous les fonds des fondations en lien avec l'environnement, l'éducation, la jeunesse, parce que nous, on se spécialise vraiment en éducation auprès de la jeunesse. Puis là, on est après 5 ans, au niveau de notre croissance, on est rendu à devoir embaucher, mais pas avoir les moyens encore. Mais devoir embaucher parce que plus de programmes, plus de potentiel, on se fait de plus en plus connaître, plus de ventes qu'on sent qui s'en viennent dans les écoles. Donc, tout notre volet scolaire est en ébullition, mais là, on est encore une micro-équipe, et puis là, on surchauffe tout le monde. Donc, on se dit, il faut qu'on trouve du financement pour être capable de s'ajouter du personnel, pour être capable de voir venir la vague, finalement, qui s'en vient. Donc, on est dans ce bout croquant, là, que je le dis comme ça. Que c'est ça. Il faut investir, dans le fond, en main-d'œuvre. Là, ma collègue et moi, Maude Camiran, là, qui écoute aussi depuis tantôt, on est à l'affût de toutes les subventions. On a eu un financement du FOR, nous aussi. Donc, vous avez parlé, mais nous, c'est volet 2, il me semble. Donc, on est à la recherche des subventions qui est de partout. On essaie de faire nos propres levées de fonds, mais c'est pas ce qui nous amène à survivre, là. Donc, mais des subventions, ça nous oblige des fois à modifier nos programmes, puis ça, on veut moins le faire. Donc là, je me disais, y a-t-il d'autres possibilités pour un organisme à but non lucratif? Est-ce qu'il y a d'autres possibilités que des subventions, des levées de fonds, quoi d'autre qu'on a? Moi, subvention, puis commanditaire. On a commencé à approcher des entreprises, mais les commanditaires, tant qu'on ne peut pas émettre de reçu d'impôt, sont moins intéressés. Donc, on attend d'avoir notre numéro pour pouvoir leur offrir ce reçu d'impôt-là. Je comprends. On n'est pas assez gros pour dire que la visibilité qu'on offre est suffisante pour que ça soit intéressant financièrement pour eux. Mais donc, je me demandais si on a oublié une source quelconque à quelque part, les MRC, mais ça reste des subventions, c'est des fonds. On veut essayer de pas trop avoir à modifier nos programmes déjà en place pour essayer de rentrer dans une subvention. C'est difficile. On a dû créer on a créé des programmes pour essayer de rentrer dans une subvention, mais on veut le faire le moins possible. C'est dommage, mais c'est souvent ça qui arrive. Hein. Souvent, on voit une opportunité, on dit, je serais capable de répondre à telle demande, à telle subvention, mais il faut que je mette quelque chose là, en place pour être dans les critères d'admissibilité. Moi, je vais vous envoyer vers différentes pistes. On a parlé de la Fondation Beati qui pourrait être intéressante pour vous, qui finance les salaires pour les projets en développement. On a parlé du risque, le prêt de prédémarrage, qui est un prêt là, à des conditions avantageuses qui vous permet de développer votre organisation puis à rembourser la grande partie plus tard, donc qui ne met pas trop de pression sur vos liquidités au début là, pendant que vous êtes en train de croître. Vous avez parlé, vous allez vers un numéro de bienfaisance. Moi, j'écoute la mission de votre projet. J'aurais tendance à aller vers la Fondation Lucie et André Chagnon, qui a une mission qui se rapproche de la vôtre. Après ça, il y a tout le temps une espèce de négociation, c'est pas vraiment de la négociation, mais une forme de discussion à prendre là, pour voir là, est-ce qu'ils sont intéressés à financer un projet comme le vôtre ou non, mais j'ai l'impression que ça devrait être pas tellement loin de ce que vous visez. Ensuite... Mais la première fondation, est-ce que vous l'avez déjà mis en lien plus haut? La Fondation Beati, je pense que David l'avait mis le lien. Hein? Oui, OK. Bon, j'irai voir.
Ou Maude, elle a peut-être déjà noté. Hein? Je vais le remettre. Mais c'est sûr que là, j'ai vu un commentaire d'avoir des revenus autonomes. On en a. On charge à nos écoles, nos ateliers scolaires. On a notre camp de jour à l'abbaye. On a des stages. On a un volet où on est capable de faire de l'auto-généré, mais là, on est plus à 35 auto-généré, 40 à... le reste est subventionné. Donc, on est dépendant des subventions, puis ça nous met dans une position précaire. Donc, je pense que d'ici 1 an ou 2, ça devrait basculer, là, mais... C'est sûr que les projets en éducation, il y a tout le temps une forte proportion qui est subventionnée généralement. C'est difficile de se sortir de ça. Après, tu sais, ce qu'il faut viser, c'est peut-être des ententes multiannuelles plutôt qu'essayer d'y aller par projet, ce qui est la majorité du financement est par projet. Mais si on est en mesure de, par exemple, on est à l'abbaye, est-ce que, bon, les frères qui sont à l'abbaye, ils peuvent amener du support, ils ne sont plus là. Est-ce que la municipalité, est-ce qu'il y a des parties prenantes qui peuvent être approchées, encore une fois, avec un argumentaire de dire, bon, ben, on apporte quelque chose à votre municipalité, est-ce qu'on peut s'entendre sur une entente de 2-3 ans? Là, j'entends aussi que vous êtes des femmes à la tête de votre entreprise. Il existe des programmes spécifiquement pour les femmes entrepreneurs. Il y a le secrétariat aux affaires féminines, je crois, au Québec, qui a une forme de programme sous forme d'appel à projet pour des projets qui est promu par les femmes. Il y a Evol, qui est le nouveau nom de Femmes et Sœurs, qui ont de l'accompagnement technique et des prêts avec des congés de paiement, là, 12 mois pour les intérêts, 24 mois pour le capital. Donc, ça peut être intéressant. Et là, tu peux aller chercher jusqu'à 250 000 dans un projet de croissance. Donc, ça te permet que pendant 2 ans... Comment? On ne demande pas tant, on veut juste 1 ou 2 employés. Si tu n'as pas besoin de 250 000, tu en demandes moins. Mais ça te permet quand même d'aller chercher un prêt qui ne coûte pas très cher les premières années, le temps que tu embauches ces employés-là, que tu développes la croissance te permette de venir rembourser ces prêts-là. Mais ça reste des prêts. Ça fait que, un peu comme tu dis, il faut que tu trouves. Faut que ce financement-là soit un levier après ça pour aller développer davantage ton marché. Après, je vais rebondir un peu sur ce que Kevin disait, c'est dire, bon, est-ce qu'il y a d'autres leviers sur lesquels tirer? On dit, bon, on a 40 % de revenus autonomes. Est-ce qu'il y a moyen d'étendre un petit peu le marché? Est-ce qu'il y a... puis là, je comprends, c'est de l'éducation. Est-ce que vous faites de l'agroalimentaire aussi? Mais on n'est pas en production. Vous n'êtes pas en production? Non, on est vraiment en éducation de l'agriculture et de l'agroalimentaire. On promouvoit aussi tous les métiers en lien avec l'agriculture. Donc, on est là on travaille la relève. On travaille la relève. On travaille la sensibilisation là, face à l'environnement et l'agriculture pour les prochains citoyens, les citoyens de demain. Donc, oui, la subvention du SAGE, c'est pas fou. Joéline propose d'aller voir au secrétariat à la jeunesse. Il y a peut-être des subventions là. Sinon, il y a une coopérative à Lévis qui s'appelle la Coop FA, qui pourrait peut-être être intéressante à contacter, qui offre un service un peu comme les grands défis Pierre Lavoie sur l'activité, mais eux autres, c'est sur les gestes éco-responsables. Et peut-être qu'à travers un espèce de partenariat-là, il y a peut-être moyen d'avoir une forme de rétribution en se jumelant à leur programme, par exemple, qui serait peut-être cohérent avec ce que vous faites là. Donc, peut-être une petite recherche à faire de ce côté-là. OK. Peut-être que c'est plus les pôles économiques. Dernière question. Merci. C'est peut-être les pôles économiques, l'économie sociale qui peut répondre, mais j'avais déjà vu passer on peut s'appeler ça des coops, je ne me souviens plus, mais c'était une coop
qui permettait de partager des ressources humaines entre entreprises. Ouais. Comme des ressources humaines en marketing, graphisme, communication, là, c'est comme, je pense, une denrée rare. Donc, tu sais, est-ce que il y en a-tu dans... Avez-vous vu ça? Moi, j'en ai vu une, mais il ne semblait pas en avoir dans les Laurentides, mais... Les projets spécifiques, je ne connais pas. Ce dont tu parles, c'est les coopératives d'employeurs qui appellent, qui est un nouveau projet, là, une nouvelle forme de coopérative, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais qui est issu du dernier plan d'action gouvernemental en économie sociale et qui vise justement à faciliter l'accès à certaines main-d'œuvre pour des organisations qui ont des besoins similaires. C'est les CDR qui s'occupent de ça, donc les coopératives de développement régional. Donc, dans votre région, vous, c'est la CDR Outaouais-Laurentides, la CDR OL, qui se trouve à Gatineau, ça pourrait être intéressant de faire un coup de fil, savoir s'ils ont une coopérative d'employeurs là, sur les rails. Merveilleux. Si je peux me permettre, moi, il y a une réflexion qui me vient quand j'entends Dominique. Il y a récemment, on parlait avec l'ITAC, qui est l'Institut des technologies agricoles du Québec. Est-ce que tu les connais? Absolument. Est-ce que tu leur as déjà parlé? Oui, ils ont contribué financièrement à notre salon carrière 2021. Donc, à l'automne dernier, notre salon carrière destiné aux ados. Oui, puis on a 2 étudiants, 2 employés qui ont étudié là. Génial. Je me dis, je pense que vous avez des rapprochements spontanés, mais je pense à la chaîne de valeur. J'aime beaucoup le positionnement jeunesse dans le but de former la relève agro. Fait que je me dis, il y a sûrement des tables de concertation autour de ça, mais on parle de développement économique à une certaine... On parle de formation, puis on parle de développement économique, puis on parle peut-être même d'entrepreneuriat. Évidemment, c'est pas tout le monde qui a cette perspective-là, mais si tu as cette vision-là, puis tu comprends un peu ce que je veux dire, c'est-à-dire peut-être de cartographier la chaîne de valeur de tous les âges, de proposer un projet structurant où vous faites partie d'un corridor. À partir de là, les gouvernements aiment les projets structurants. Puis, il y a peut-être une ligne logique que toi, tu vois que les autres... La preuve, c'est que les taxes, c'est pas tout le monde qui l'aurait vu, puis tu l'as vu même si vous êtes géographiquement pas à la même place. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être une petite cartographie à faire des formations à différents âges, puis de voir si on ne peut pas se rassembler, voir des problématiques communes, puis d'adresser des projets, mais que vous prenez le leadership parce que c'est vous qui avez eu l'idée. Fait qu'à partir de là, il y a des fonds, puis il y a des leviers, puis on peut impliquer les CCTT, puis les écoles, puis ci, puis ça. Fait que je ne sais pas si ça résonne, mais si ça résonne, il y a clairement quelque chose à faire. Puis en plus, l'ITAC, la nouvelle directrice générale, là, Aïcha Issa, est comme ultra innovante. Là. Fait que c'est sûr qu'elle va triper sur un projet s'il est bien présenté. C'est sûr que nous, notre but hautement audacieux, c'est qu'on change le système scolaire et qu'on demande que l'agriculture soit ramenée en classe, de la maternelle à secondaire 5. Alors, je t'invite à contacter Aïcha Issa, qui est nommée par le Conseil des ministres. Donc, elle a des ramifications comme à des endroits qu'on n'a pas, disons. Puis, elle a une pensée qui est très globale, puis en même temps, elle est là pour disons, changer les choses. Fait que si tu veux, je peux te faire une introduction, elle est super cool. Je vais peut-être juste finir. Il y a 3 subventions aussi qui peuvent être intéressantes pour le personnel. Le Fonds de solidarité FTQ a le fonds qui s'appelle Fonds étudiant Solidarité Travail qui peut financer un emploi étudiant. Dans la même idée, tu as Employabilité Canada aussi qui ont une subvention pour les étudiants. Employabilité Canada, qu'on appelle? Oui, on l'utilise à fond. Puis finalement, peut-être une idée aussi, il y a un programme pour les personnes issues de l'immigration qui s'appelle le PRIME, P-R-I-I-M-E, qui va financer une partie des salaires des personnes là, issues de l'immigration. Donc, des fois, ça peut être intéressant si jamais ça fit vos besoins. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci David et Martin. Marc? Oui, puis j'irais dans ce que même David mentionnait,
Tu vois, nous, notre projet, déjà à la base, on a une école primaire à côté. Puis la directrice à l'époque, mais la nouvelle directrice aussi, sont hyper emballés qu'on amène un projet d'agriculture verticale. Puis nous, on veut avoir ce volet-là aussi de lieu pour parler autant de l'agriculture verticale que de même l'entrepreneuriat social, puis tout ça, là, fait que éduquer les jeunes. Là, moi, je reviendrai peut-être juste aussi pour, oui, remercier Marianne. Je ne sais plus, peut-être qu'elle n'est plus là, mais ah oui, elle est encore là. Marianne, moi, c'était Myriam Michaud. Fait que c'est pour ça qu'il y avait une petite confusion, mais j'étais tout heureux de voir des gens du pôle d'économie. Fait que, puis aussi, Martin, je voulais juste revenir pour une clarification, parce que tu semblais avoir dit que non, le programme de Filaction le prêt ne peut pas être considéré comme une mise de fonds. Je suis retourné voir le courriel, puis parce que moi, j'ai eu des rencontres avec les gens, puis Pierre Pelletier, qui est le chargé de portefeuille de Filaction, c'est lui qui m'a confirmé, puis m'a même envoyé le courriel pour que moi, je l'utilise non pas comme une assurance, mais comme quoi le type de projet qui finance, le type de financement peut avoir ce volet-là. Oui, en fait, il va être considéré dans un montage financier comme de la quasi-équité. OK? Ouais. C'est probablement que le produit qu'il t'offre, c'est quelque chose que tu n'as rien à rembourser avant 15 ans, quelque chose comme ça. C'est ça, exactement. Ça fait que le financeur va considérer ça comme de la quasi-équité, c'est-à-dire qu'il va considérer que c'est une somme d'argent qui va servir de mise de fonds pour rembourser l'hypothèque, puis que ça n'affecte pas tes mensualités, ça n'affecte pas tes versements pendant 15 ans, donc ça te laisse le temps de faire croître ton entreprise, puis après 15 ans, tu vas rembourser tout avec intérêt de son. Mais ça, c'est de la quasi-équité, puis ça demeure comme une obligation. L'équivalent là, dans les entreprises traditionnelles, c'est des obligations. Donc, c'est une forme de prêt. Même si dans le montage financier, ils vont le considérer comme une mise de fonds, ce n'est pas de l'équité. Il faut faire attention. Il faut toujours retenir, on va avoir à le rembourser, ça, quelque part. Et dans la mesure où il faut le rembourser, ça demeure un prêt. OK. Puis justement, le fonds d'action, puisque moi, j'ai discuté avec les gens du fonds d'action, eux autres vont être prêts dans un deuxième temps, une fois qu'on va avoir démontré la viabilité, mais surtout la rentabilité du projet. Eux sont prêts après à investir dans le développement d'autres paradis agricoles, donc d'investir des plus gros montants que juste 250 000 sur un projet. Là. Fait que, tu sais, mais à ce moment-là, ils rentrent justement avec la stratégie d'équité. Non, fonds d'action non plus ne fait pas de l'équité. Les trois formes d'équité. Ils prennent du capital action, je m'excuse. Ils prennent du capital action. Ou des parts privilégiées. Des parts privilégiées dans... Oui, c'est ça. On appelle des parts privilégiées dans l'économie sociale. Ouais. C'est ça, mais des parts privilégiées, encore là, ça ressemble davantage à une obligation. Il y a trois formes d'équité. La contribution des fondateurs ou des membres, les dons en nature ou en argent ou les subventions. C'est les seules équités que tu peux avoir en économie sociale. Le reste, c'est soit du prêt, soit c'est une forme de prêt ou d'investissement, mais c'est ce qu'on appelle la quasi-équité, mais ça demeure une forme de prêt. OK. Merci beaucoup, Martin, d'avoir tout clarifié ça. Là. Des possibilités, puis merci aussi pour ceux qui ont mis des liens, là. Fait que c'est le fun de pouvoir ouvrir tout ça, là. Mais juste un petit conseil, si jamais... Marc, c'est juste pour être sûr, il reste seulement 10 minutes. C'est vraiment important qu'on... Puis tu sais, je sais juste à dire pour d'autres personnes qui n'ont pas encore parlé, si vous pensez que vos questions ne sont pas pertinentes, puis que seulement vous qui avez ces questionnements-là, dites-vous que vos questions amènent d'autres personnes à avoir des réponses qu'ils n'oseraient pas demander. Il y a pas mal de monde là, qui ont leurs écrans fermés. Si vous avez une question qui vous brûle les lèvres puis vous dites ça ne vaut pas la peine que je la pose parce que juste moi puis c'est pas important, c'est très important. Toutes vos questions sont bonnes. Fait que je vous invite à oser poser vos questions. Merci. D'ailleurs, je vais donner la priorité à ceux qui ont moins parlé, si j'en ai.
Il ne semble pas en avoir. Alexandre, je m'excuse, on t'a entendu beaucoup parler tout à l'heure. J'aimerais revenir à Marianne. Puis si on a le temps, on ira vers Alexandre. Oui, je vais faire ce cours. C'est que tout à l'heure, quand on parlait de coopérative d'employeurs, ça m'a quand même allumé une cloche. On parle en ce moment de financement, mais aussi, parfois, c'est aussi une question de réduire certains coûts ou de les partager. Il y a quand même l'option de mutualiser avec d'autres entreprises. De plus en plus, il y a des travaux qui se font pour essayer de définir, OK, ben, pour détailler un peu comment mutualiser. Tu peux mutualiser en créant une coopérative d'employeurs, comme on parlait. Ce n'est pas juste la CDRQ. En fait, ça pourrait être une gang d'employeurs qui se mettent ensemble pour offrir du logement à leurs employés aussi. Ça pourrait être une, selon c'est quoi vos besoins, ces options-là existent. Vous pouvez créer une forme juridique, mais il y a aussi moyen parfois de, seulement avec des contrats aussi, de mutualiser puis faire en sorte que ça soulage les coûts entre entreprises. Puis encore là, ben, je ne veux pas trop prendre de temps. Fait que si vous avez d'autres questions, je pense que l'épaule ou Martin ou Force Fraîche là, sont habiles pour répondre à ces questions-là. Oui, j'ai mis un lien dans le chat pour les projets de mutualisation structurants en économie sociale. Il existe un programme au niveau provincial, mais généralement, ça prend une taille quand même assez conséquente. Là, je ne suis pas sûr qu'une coopérative d'employeurs pourrait rentrer là-dedans, mais disons qu'on voudrait mettre sur pied un service à la grandeur d'une région administrative qui va toucher plusieurs entreprises d'économie sociale. Il y a peut-être des possibilités de financement de ce côté-là. Alexandre, je pense qu'on va finir avec Alexandre. David, hein, on arrive pas mal à la fin. Vraiment rapidement, c'est juste que j'ai été interpellé par École Auchan, Dominique Bilodeau. Je me suis impliqué au niveau politique jusqu'à être représentant au Québec pour la commission scolaire pour les comités de parents. J'ai 3 enfants au primaire, puis j'implique mes enfants dans l'entrepreneuriat, dans mes projets sociaux. Mais au-delà de tout ça, en fait, nous, on est dans une école, ça fait 20 ans que ça existe, c'est une école de pédagogie Waldorf. Puis étant donné qu'on a un OSBL à côté qui sert à faire des levées de fonds puis payer des ressources supplémentaires, là, ma fille revient d'un camp autochtone. On a un grand jardin extérieur, on a des boîtes à lunch chez midi qu'on peut commander, on a plein d'activités, d'actionnariat. Le plus gros marché de Noël de la région, c'est notre marché de Noël. Pourtant, c'est l'école qui l'organise avec les parents bénévoles. Puis fait qu'on a comme 160 parents qui sont dans la communauté de l'école Lauvive à Warwick. Il y a plusieurs familles qui déménagent. Puis on le voit avec Agricole, qui est un OSBL. Il y a une parent qui est financée comme ressource, puis elle est sur 3-4 écoles. Fait qu'on a autant de la production intérieure qu'extérieure, que toutes sortes de choses qui se développent. Puis c'est ça, c'est juste pour vous inspirer un peu de ce qu'on peut faire. Si vous voulez plus d'informations sur notre école, moi je suis en train de faire de la rétrospective des 20 dernières années, en fait, pour faire un genre de journal pour l'école qui va aller chercher les parents fondateurs de 20 ans jusqu'à aujourd'hui. Les éléments intéressants à succès qu'on a parcourus dans les 20 dernières années. C'est assez intéressant. Puis en fait, nous, on cherche à faire un secondaire depuis 4 ans. Mais c'est quasiment 4 millions pour 3 salles de classe. Fait que moi, je m'investis tranquillement en fait dans cette direction-là pour créer une école secondaire qui a la continuité de pédagogie Waldorf qui fêtait leur 100e anniversaire dans le monde l'année passée. Là. Ça fait 100 ans que ça existe à travers plusieurs pays dans le monde. Puis c'est une pédagogie un peu axée vers l'apprentissage au rythme de l'enfant, mais la nature, l'environnement, puis l'aspect social. Donc voilà. Merci Alexandre. Martin, est-ce que tu veux te faire un petit mot de la fin, mais je tiens quand même à tout de suite te remercier pour c'était 1h30 fascinante. Là. Je pense que c'était inspirant, beaucoup de sources, d'idées. Je ne sais pas comment on va faire ça. Là. On va peut-être essayer de faire un billet de blog pour rassembler là, tout ce qui a été nommé aujourd'hui, question que ce soit plus facile. Fait que je te passe le mot de la fin, Martin. Merci David, merci d'avoir participé comme ça à la discussion. Je trouvais ça super intéressant. Je trouve toujours ça intéressant d'en apprendre plus sur les projets en développement aussi partout au Québec, les enjeux. Tu sais, moi, ça vient m'aiguiller un petit peu aussi sur c'est quoi qui s'en vient et qu'est-ce que les entrepreneurs vivent comme enjeu. Moi, si je veux faire un retour peut-être sur ce qui a été dit, il existe des outils. Hein, il existe toutes sortes d'outils. Il existe des outils au niveau territorial, au niveau sectoriel. Il existe la finance solidaire qui est là. Allez vers vos agents de développement économique au niveau territorial. Allez vers les pôles d'économie sociale. C'est des ressources qui sont à votre disposition et qui sont gratuites pour venir vous accompagner. Souvent, il y a des incubateurs aussi qui existent là, pour développer vos projets.
Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, moi, je suis un accompagnateur de deuxième ligne. Donc, une fois que vous avez été accompagné par vos pôles, par vos MRC, par vos incubateurs, puis que vous êtes rendu à mettre sur pied le projet, puis que vous avez besoin de venir convaincre un bailleur de fonds, ben c'est moi qui peux vous accompagner à faire votre plan d'affaires, qui est un document de vente, là, comme je disais tout à l'heure, pour venir convaincre mieux possible là, ces personnes-là, puis venir valider aussi votre modèle d'affaires auprès de votre clientèle et tout. Merci encore d'avoir été là. Je vous souhaite un très grand succès dans vos beaux projets. Puis, honnêtement, je n'ai rien entendu de farfelu aujourd'hui. Je pense que vous avez toutes des graines de succès dans vos idées. Puis, je vous souhaite que ces graines-là puissent germer et fassent des beaux grands arbres avec des belles retombées. Yes, merci Martin. Juste avant que vous partiez, aujourd'hui était la dernière activité de la programmation, hiver, printemps des Forces fraîches. Tout est disponible sur la vidéothèque sur le site web. La prochaine activité officielle a lieu du 20 au 22 septembre prochain. On organise un sommet des Forces fraîches dans la MRC des Sources en Estrie. On va organiser un sommet par année qui va changer de MRC à chaque année. Évidemment, là, les pôles d'économie sociale, puis vous êtes assurés que vous êtes tous invités et ceux de l'Estrie sont au courant qu'on est là, je pense. Sinon, ça va être fait très prochainement. Et lors de ce sommet-là, on va explorer le rôle des porteurs de projets dans la transition socio-économique, écologique des communautés. Pour ceux qui connaissent les Forces fraîches, l'idée aussi, c'est beaucoup de la médiation culturelle. Les porteurs de projets qui sont nouvellement arrivés sur des territoires, comment on les aide à prendre position, à s'intégrer de manière durable, sensible dans leur communauté locale. On est aussi à la recherche de territoires, de MRC, de municipalités qui auraient des problématiques ou des opportunités à partager. J'ai une église à revaloriser, j'ai des bâtiments, il manque, je trouve pas de boulanger, bref, n'importe quoi. On en cherche 5 parce qu'on va faire une vidéo par ces 5 territoires-là. Puis on se donne la mission dans les 3 prochains mois de trouver des porteurs de projets qui veulent activer des projets, qui veulent répondre à ces besoins-là. À la clé, nous, ce qu'on croit, dans le fond, c'est que les porteurs de projets, il y a aussi la possibilité de les attirer avec des problématiques. Parce que souvent, les porteurs de projets ont déménagé parce qu'ils voulaient une belle cour, puis ils voulaient avoir accès à la nature, mais ils n'ont pas vraiment une compréhension de dans quel écosystème ils ont déménagé. On dit ça parce qu'il y a 200 000 Québécois qui ont changé de région en 2020-2021, 220 000 cette année, 200 000 l'année précédente. Puis pour la première fois, ce n'est pas vers les grands centres qu'ils vont, c'est vers les régions. Fait que vous avez mon courriel, si ce n'est pas le cas, écrivez-nous. Je vais le mettre dans le chat. Si vous avez des questions, des commentaires, vous trouvez que c'est une idée ridicule ou que vous désirez participer à la programmation, c'est de la co-création. Fait qu'hésitez pas à m'écrire. Sur ce, merci tout le monde. Merci Martin. Passez un excellent été. Salut. Merci.